D'accord. Avant de continuer, nous allons suivre cet élément filmé. La vision du gouvernement avec le ministre de la Santé. Il s'agit de mesures de prévention prises par le gouvernement pour éviter l'accès du virus Ebola sur le territoire national. La politique menée donc par le gouvernement de Côte d'Ivoire face à cette terrible tragédie et qui frappe donc les pays voisins frères que sont le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée et le Nigeria. Mais nous partageons des frontières communes avec deux des pays frères et nous avons, comme je l'ai dit, nous ne sommes pas à l'abri de cette propagation simplement parce que nous partageons des coutumes avec les pays limitrophes, le Libéria avec le Cavali qui est juste le fleuve qui nous sépare, la forêt, nous partageons également au niveau de Toulepleu, au niveau de Danané, nous partageons vraiment les mêmes cultures, les mêmes rites funéraires, nous avons les mêmes habitudes de chaque côté du Cavali. Au niveau du Libéria, il y en a qui ont leur plantation en Côte d'Ivoire et qui dorment du côté Libéria. Donc il y a ce déplacement permanent qui est naturel, n'est-ce pas? Je veux dire qu'une frontière, elle est faite par les hommes. Hein? Voilà, c'est les hommes qui décident de mettre une limite. Mais est-ce que nos populations se sont adaptées à cette séparation faite par l'homme au niveau des frontières? Je ne crois pas. Imaginez le stress de tous les membres du gouvernement qui ont pour devoir d'aller vers leur population, leur expliquer le danger de cette maladie. Donc tout le monde est impliqué, tout le monde est concerné. Partout où il y a des déplacements de population, vous devez être concerné. Dans vos entreprises, vous mobilisez les personnes vont et viennent, vous êtes concernés. À la maison, vous êtes concernés. Avec vos enfants qui font leurs études à l'extérieur, qui pendant les vacances, tous les soirs, sont en boîte, vous êtes concernés. Même quand vous allez à l'église, au temple, à la mosquée, vous êtes concernés. Tout dépendra de l'attitude que vous allez adopter et qui permettra à votre voisin à côté d'adopter la même attitude. On a dit que ça va être difficile de ne pas serrer les mains. On nous a dit que ça va être complètement impensable qu'en Côte d'Ivoire, on ne fasse pas à tout. Bon, les bises, là, ça vient de l'extérieur. Mais chacun est conscient que l'heure est grave. L'heure est très grave. Alors, docteur Koulibaly, Madame la ministre a donné quelques points, quelques éléments de précaution, de prévention. Est-ce qu'on peut les commenter ensemble? Vous savez, l'objectif du ministère dans cette lutte, c'est deux axes majeurs. Le premier axe, c'est de faire en sorte que la maladie ne se propage pas en Côte d'Ivoire. Premier axe. Donc, des efforts sont déployés dans ce sens. Surveillance épidémiologique, information, sensibilisation de communauté, contrôle sanitaire aux frontières, ainsi de suite. Deuxième axe majeur, si malgré nos efforts, la maladie se propage chez nous, la contenir rapidement, l'endiguer et faire en sorte qu'elle ne se propage pas davantage. Donc c'est sur ces deux axes-là que planche vraiment Madame la ministre. On peut dérouler le premier axe qui marche jusqu'à présent, depuis février. Les mesures qui ont été mises en place nous ont permis jusqu'à présent de ne pas enregistrer de cas. OK? Ces mesures, c'est lesquelles? Premièrement, le contrôle sanitaire aux frontières. L'aéroport est une frontière, les frontières terrestres et les frontières maritimes. Jusqu'à présent, ça se passe très bien. Qu'est-ce qui se passe aux frontières? On donne l'information aux populations pour leur dire qu'il y a une maladie qui est assez grave, qui se manifeste de la façon suivante. Fièvre, maux de tête, saignement. Si vous présentez cela, il faut vous signaler au centre de santé le plus proche. Si vous passez quand même la frontière et que vous arrivez au village, dans la communauté, si vous présentez aussi ces signes, il faut le déclarer à l'agent de santé. Première mesure. Deuxième mesure, c'est les mesures d'information et de communication à la population. Il faut leur expliquer c'est quoi la maladie. Parce qu'il a été rapporté dans les pays touchés que l'incompréhension et la méconnaissance des populations a été un facteur de propagation de la maladie. Donc, il faut donner la bonne information aux populations. Nous avons mis à ce niveau les autorités administratives au premier rang, les préfets, les sous-préfets, pour qu'ils rencontrent les leaders religieux, les leaders communautaires, pour leur expliquer qu'est-ce que c'est que la fièvre Ebola, comment se protéger de cette maladie. Et puis, par la suite, avec l'évolution de la maladie, d'autres mesures sont sorties. Notamment le fait de ne pas se serrer les mains, le fait de ne pas faire les accolades. On pourra en parler tout à l'heure si vous le voulez. De ne pas se serrer les mains, de ne pas se faire d'accolades. Professeur, réaliste? On est dans une situation difficile à vivre. Le risque de contamination, je l'ai dit tantôt, est très grand. Et
Ce qui est encore plus dangereux avec les virus, ils peuvent manifester les signes cliniques dont j'ai parlé tout à l'heure, mais il y a parmi nous des personnes qui sont porteuses du virus et qui sont asymptomatiques, qui ne présentent pas les signes de la maladie, pour diverses raisons, génétiques ou d'anticorps, etc., mais qui ne présentent pas, mais qui peuvent être porteurs du virus dans les mains, sur la peau, et le transmettre. Donc, limiter même le fait de se saluer une très bonne chose, et que ça ne devrait pas... Ça va peut-être choquer la population, ça choque la population parce que c'est une pratique qui est très fréquente. C'est une décision nécessaire. Voilà. Mais c'est une mesure nécessaire. En matière de prévention, il faut capitaliser toutes les mesures, tous les moyens qui peuvent faire en sorte que la population soit protégée. Professeur Dosso, dans la vie de tous les jours, vous avez constaté qu'on se salue moins, non? Je n'ai pas constaté son salut moins, mais ce que je voudrais dire... Non, pas de statistiques, mais à vue d'œil. Non, ce que je voudrais dire surtout, et je pense que ce qu'il faut dire à tout le monde, c'est que c'est un virus, lorsque vous êtes contaminé, vous en avez sur les mains, vous en avez sur la peau, vous en avez aussi sur les vêtements. Sur les vêtements? Oui, sur les vêtements. Donc quand vous faites les accolades, ou quand, etc., vous serrez la main, vous augmentez le risque, en fait, d'être infecté, d'être contaminé. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le virus, il est fragile. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on prend l'habitude vraiment de se laver les mains fréquemment dans la journée avec de l'eau et du savon, on réduit encore le risque d'être contaminé et infecté. Mais donc, en associant les mesures de ne pas se serrer la main ou d'éviter de se serrer la main, de ne pas faire d'accolade, on réduit le risque éventuel de contamination des populations entre elles. Parce que pendant la période avant d'avoir la fièvre, vous pouvez être contaminé, ça ne se sait pas. La fièvre est le premier signe, mais vous avez déjà été contaminé avant. Et si vous avez été contaminé et que vous n'avez pas la fièvre, que vous serrez des mains, que vous faites des accolades, etc., eh bien vous transmettez le virus. Alors, le plus simple semble être se laver les mains. Comment est-ce qu'on se lave les mains? Ce n'est pas de façon ordinaire. Il faut se laver les mains de façon, je dirais, nous on dit hygiénique des mains, c'est-à-dire pendant quand même quelques minutes avec de l'eau et du savon, et puis se rincer. C'est-à-dire ce n'est pas un lavage des mains sommaire. Peut-être que oui, docteur Coulibaly peut expliquer mieux que moi. Vous savez, nous ne sommes pas encore affectés. Donc nous avons pour mission d'anticiper. Absolument. C'est ça. Il faut qu'on tire profit de ce qui s'est passé dans les autres pays. Nous avons les résultats des évaluations qui ont été faites dans ces pays-là. Ce n'est pas au moment où la maladie va rentrer chez nous maintenant qu'on va adopter ces bonnes pratiques. Les changements de comportement sont difficiles, c'est vrai. Ces changements seront soutenus par des actions de communication. Ça, c'est vrai. Et au début, on a pensé que ça allait créer la psychose. On n'a pas observé cela. Et les micro-trottoirs qu'on a vus, ce qu'on a lu vraiment sur Facebook, sur les réseaux sociaux, il n'y a pas eu de panique. Donc, c'est bon. J'encourage vraiment les populations à suivre, à adhérer à ces mesures. Maintenant, pour revenir au lavage de mains, il faut laver vraiment les mains avec du savon, faire en sorte que toutes les zones qui ne sont pas accessibles, vraiment soient accessibles avec les doigts. Il faut les frotter très bien, correctement, ensuite bien les rincer et puis bon, vous débarrassez des microbes. Il y a une démonstration qu'il faut faire. Bon, on parle de lavage des mains en 10 étapes. Peut-être qu'on n'a pas du savon ici pour le faire, mais on pourrait le faire. Oui, expliquez toujours, c'est toujours bien de savoir. 10 étapes, on commence par où, on fait comment? On se mouille, on met du savon, on frotte entre les doigts, le dos et ainsi de suite, et puis après on se rince. En tout cas, le principe, c'est vraiment de faire en sorte qu'aucun espace ne soit négligé et que les mains soient débarrassées vraiment de toute souillure. C'est cela. Mais docteur, ces derniers temps, on vend beaucoup de gel sur les surfaces que je n'ai pas envie de citer. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit y croire? Ou nous qui ne savons pas quel gel utiliser? En réalité, dans le contexte de la prévention, on peut toujours les utiliser parce qu'ils permettent d'assurer un nettoyage et d'éliminer quelques pathogènes, même s'ils ne les détruisent pas. Je pense que utiliser en milieu de soins les solutions hydroalcooliques, ces gels-là, ça me paraît également pertinent en matière de prévention. On ne perd rien en les utilisant. On ne perd rien en les utilisant. C'est ça aussi dans la prévention, il faut capitaliser tous ces moyens-là. Docteur Coulibaly, tout à l'heure vous avez parlé des frontières qui sont fermées avec certains pays
affectés par la maladie. Mais vous le savez aussi, certains contournent pour passer par des pays où on n'a rien déclaré pour entrer, par exemple, sur le territoire national. À ce niveau, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ce qu'il faut d'abord indiquer sur cette question, c'est que déjà à la réunion de Conakry, il a déjà été indiqué dans les pays touchés qu'il faut faire en sorte que les populations ne se déplacent pas pour venir vers les pays non touchés. Donc la première action, c'est d'abord au niveau des pays affectés. Réduire vraiment le risque de ce mouvement-là. Créer ce cordon sécuritaire pour ne pas que les personnes viennent chez nous, premièrement. Deuxièmement, chez nous, c'est d'indiquer à ces personnes que pour l'heure, vous ne pouvez pas rentrer dans une localité qui n'est pas touchée, puisque déjà, à votre niveau, ce n'est pas permis. Maintenant, lorsque ces personnes essaient de contourner la frontière et rentrer par chez nous, lorsqu'elles sont interceptées, bon, les mesures s'appliquent. Peut-on parler aujourd'hui de méconnaissance de la maladie par le personnel de santé? Ce n'est pas tous les acteurs de la santé qui sont informés de la même façon, au même niveau. Et je dois même dire que l'évaluation qui a été faite dans les pays touchés, en tout cas, à la réunion d'Accra, a relevé ce fait. Et ce qui a expliqué un peu la crainte du personnel de santé. Voilà. Donc la nécessité de leur donner la bonne information sur les mesures de précaution observées pour ne pas eux-mêmes contracter la maladie. Justement, ce personnel de santé a une peur qui s'explique, comme vous venez de le dire. Mais comment rassurer? Avec quels mots? Je pense que tout simplement, il faut expliquer ce que c'est que la maladie, comment elle se transmet et comment il faut faire pour l'éviter. Une fois que les personnels sont très bien informés et surtout qu'ils ont très bien compris l'information, je pense que c'est important. Dans tous les cas, le seul mot d'ordre vraiment, c'est la prévention par tous les moyens. C'est ça. Oui, professeur. Oui, vous avez dit le mot, le personnel de santé a peur. L'exemple de la Guinée est là. Nous avons reçu des informations de l'OMS sur 100 personnes contaminées dans le milieu de soins. C'est environ 70% de ces sujets contaminés qui sont décédés de la maladie. Donc, ce personnel-là a des informations qui passent un peu partout dans les médias, à la télévision. Donc le personnel a plus peur en ce qui me concerne le service des maladies infectieuses où je suis. Donc, ayant donc cette information, il y en a qui se disent, bon, le moindre contact avec le suspect ou le patient, ils seront contaminés. Donc, ils exigent de plus en plus qu'il y ait un renforcement des capacités au niveau de ces centres d'accueil, en particulier chez moi. C'est pourquoi nous avons fait des propositions à Madame la ministre pour que nous ayons d'autres centres d'accueil que les services qui ne sont pas faits traditionnellement pour recevoir les suspects ou les patients Ebola. Nous avons fait de très bonnes propositions qui ont été acceptées, analysées au niveau de la cellule ministérielle. Et nous pensons que cette façon de faire pourra dissiper la peur, la crainte de ce personnel. J'ai eu la chance d'assister à une des rencontres des spécialistes. Ils n'aiment pas tellement qu'on dise isolement. Alors, que fait le médecin dans un centre de santé où il y a un cas? Comment est-ce qu'on se comporte? Qu'on dise le mot, qu'on ne le dise pas, mais il y a un isolement sanitaire qu'il faut faire. Voilà, qu'il faut faire. Il faut un endroit bien précis. L'OMS a des modèles, a des modèles qui proposent pour pouvoir construire ces endroits-là. Donc le médecin, il est impliqué dans les soins de ses patients, parce que c'est lui qui va examiner le patient, faire le dossier patient du patient. C'est lui qui va coordonner toutes les mesures qui seront mises en place. C'est lui qui va orienter les prélèvements. C'est lui qui va orienter toutes les précautions qui seront prises pour éviter la contamination des autres collaborateurs. Donc il a un rôle fondamental à jouer. Il y a aussi les infirmiers qui sont très impliqués. Ensuite, même les garçons de salle, les garçons de surface qui nettoient là-bas, qui sont très exposés. Donc tout le monde est impliqué dans la prise en charge des patients. Très bien. Puisqu'on parle du personnel de santé, on va continuer. Professeur Dosso, alors, comment est-ce qu'il faut gérer le contact avec un humain d'abord, le contact avec un animal mort
Et surtout, vous travaillez avec, oui, on le dit, on dit tout en même temps. Surtout, vous travaillez sur des primates souvent. Voilà. Il faut gérer cela. Et puis gérer aussi le contact avec un malade. Bon, d'abord, l'échantillon, entre guillemets, qui est dit suspect d'Ebola, il ne se transporte pas comme un échantillon ordinaire. Il y a des containers spécialisés qui sont assignés à cette tâche. Donc, ces containers sont à la disposition de l'Institut national d'hygiène publique ou de certains services, comme le service des maladies infectieuses, comme l'hôpital militaire. Et s'ils ont éventuellement un cas qu'ils veulent faire analyser, les échantillons de sang, puisque c'est des échantillons de sang, sont placés dans ces containers. Et ce conteneur permet donc de transporter en toute sécurité, soit par avion, soit par voie terrestre, soit par etc., pour arriver au laboratoire. Alors les mêmes précautions que vous avez vues sur le film, n'est-ce pas, pour, je dirais, se prendre en charge les malades, ce sont exactement les mêmes précautions qui sont prises au niveau de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire est doté de ce qu'on appelle un laboratoire de haute sécurité qui permet de manipuler ces échantillons-là. Et le personnel aussi qui travaille sur ces échantillons revêt ces équipements de protection individuelle. Et donc les mêmes précautions qui sont prises pour prendre en charge les malades, ce sont les mêmes précautions qui sont prises aussi pour traiter les échantillons. Et c'est parce qu'on a les infrastructures adéquates qu'on peut le faire. Et effectivement, pour les animaux, ça s'est passé dernièrement, il y a des sacs qui sont adaptés. Si l'animal est décédé, qu'on veut l'envoyer au laboratoire, bien, c'est la même chose, le personnel qui doit le prendre va s'habiller de la même manière et il y a des sacs spécialisés qui permettent de les transporter et éventuellement de faire le diagnostic à l'Institut Pasteur. Et le contact avec le cas suspect, c'est lequel? Il y a ce que nous appelons d'abord le cas alerte. C'est un sujet qui va présenter fièvre, maux de tête, avec ou sans saignement, diarrhée ou vomissement, voilà, tous ces signes-là. Il leur est demandé de se rendre dans le centre de santé le plus proche. Je vais profiter vraiment de cette question pour clarifier un peu notre démarche. Ce cas alerte se rend dans le centre de santé. Lorsque le médecin ou l'infirmier, l'agent de santé qui va le recevoir, va l'examiner, va poser certaines questions pour rechercher des facteurs d'exposition. La notion de séjour en zone affectée, la notion de contact avec un animal infecté, mort ou malade, la notion de contact avec quelqu'un qui présente des signes similaires. Et en l'absence, et j'insiste, de tout autre diagnostic, voire expliquer les signes qu'il présente, ce sujet est considéré comme suspect. Donc le médecin, dans ce cas, va porter son équipement de protection individuelle, combinaison, blouse, et lui faire un prélèvement sanguin. Ce prélèvement va être mis dans le conteneur dont vous a parlé tout à l'heure le professeur Dosso et acheminé à l'Institut Pasteur pour confirmation. Voici la démarche. Donc lorsqu'on voit un médecin porter des équipements de protection pour faire un prélèvement, ça ne veut pas dire que le sujet a de la fièvre Ebola. Non. C'est des précautions qu'il observe pour se protéger lui-même. C'est vraiment cela. Lorsque quelqu'un qui fait de la fièvre et qui saigne, ça ne veut pas dire qu'il a forcément de la fièvre Ebola. Voilà. Le ministère a demandé aux agents de santé d'observer un maximum de protection. Porter des gants avant d'examiner systématiquement tout malade. Si vous venez à l'hôpital aujourd'hui, M. Fofana, qu'on vous examine avec des gants, ça ne veut pas dire que vous avez la fièvre Ebola. Non. C'est une mesure de précaution rigoureuse. Ils sont en première ligne, ils payent un tribut considérable à cette lutte, donc il ne faut pas les exposer.